Ce qui est intéressant, en fait, surtout, c'est que tu peux avoir un network qui fonctionne dans un pays et pas du tout dans un autre. En fait, l'idée, c'est de s'adapter à fond par rapport à ton pays et ta façon de communiquer aussi est complètement différente. Tu vois, tu communiques pas du tout de la même façon en Angola que tu peux communiquer, en Algérie, par exemple. Bienvenue dans les interviews Gross. Je m'appelle Jean-Bernard Siboni. Je vais dénicher et interviewer pour vous des professionnels de l'univers du digital et du gross. Je vais leur poser des questions sur leur vision, leur savoir-faire et les techniques qu'ils utilisent au quotidien pour leur croissance. Bonjour Johan, bienvenue à toi dans ce podcast. Je suis super content de te recevoir. Beh, Est-ce salut qu'on mon peut... Bernard. Merci pour l'invitation une nouvelle fois, c'est très cool. Bah, super. Est-ce que tu veux commencer peut-être par te présenter ton parcours et nous expliquer comment tu as atterri chez Itch? Yes, carrément, avec plaisir. Du coup, là, maintenant, ça fait 2 ans et demi que je travaille pour Itch, donc en tant que Growth Marketing Manager. IME, parce que bon, Itch n'est pas uniquement ouvert en France, c'est quand même notre gros marché, mais aussi on est ouvert dans plusieurs pays en Europe et également à une forte présence en Afrique. Et en gros, je suis arrivé chez Itch, bon, pas un peu par hasard, mais j'avais une petite expérience avant dans une application de foot qui s'appelait Bencher, où en gros, cette application permettait de pouvoir donner ton avis en live quand tu regardais un match de foot. Donc, j'avais eu cette première expérience, on va dire, dans l'application mobile. Et en gros, j'étais chargé de communication. Donc j'avais fait un petit peu de growth, mais ce n'était pas mon cœur de métier à ce moment-là, on va dire. Et j'avais vraiment envie de me focus dessus. Et puis, j'ai vu cette annonce, et puis, enfin, chez Hitch, et puis j'ai postulé. Et puis, après plusieurs entretiens, j'ai été accepté. Et du coup, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Mais sinon, c'est vrai qu'auparavant, comme on l'avait évoqué un petit peu précédemment, j'avais eu une expérience très tournée sur le marketing sportif. Et encore même, encore plus pour t'étonner, avant d'être dans l'univers STAPS, marketing sportif, etc., j'étais carrément j'avais fait un bac professionnel en carrosserie. Donc, j'ai vraiment passé du tout au tout, on va dire, à ce moment-là. Et en fait, ouais, en gros, quand j'étais au lycée, j'avais pas du tout envie de travailler, on va dire, dans un garage, tout ça. Donc, je me suis dirigé vers le STAPS en me demandant, bon, voilà, on va essayer de trouver sa voie sur éducateur, prof. Et puis, il y avait le management sportif qui m'a bien plu. Donc, j'ai continué dans ce sens-là. J'ai eu ensuite l'opportunité de faire un master sur Paris et d'avoir des super stages pour commencer. Donc, le premier stage, il était à Berlin pour la Gardère Sport. Donc, j'avais des missions en fait sur l'Euro 2016. Donc, ça, c'était plutôt cool. Et après, j'avais comme volonté de travailler directement pour l'UEFA parce que c'était vraiment en 2016 et je voulais revenir à Paris et au moins faire quelque chose pour l'entité UEFA Euro 2016 SAS. Et là, pareil, j'ai eu une proposition, pareil, hein, c'était du stage, hein, mais quand même, quand tu es étudiant, c'est quand même cool, pour être en fait, donc ils appellent ça venu manager assistant, mais en gros, tu es l'assistant des deux chefs qui gèrent le Stade de France pendant l'Euro. Donc j'avais des missions un peu transverses, que ça soit sur du média, du VIP, de la logistique, etc., etc. Donc c'était plutôt cool. Et après, donc j'ai eu mon master 2 dans une école spécialisée de marketing sportif qui s'appelle Sport Management School. Et là, tu avais la possibilité de faire des stages un peu plus longs et des stages d'alternant. Ouais, je n'étais pas vraiment considéré comme un alternant, mais c'était un stage où je faisais 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école. Et là, j'étais chez Nike. Donc là, pareil, c'était plutôt cool. Ça me permettait aussi de voir une autre vision du marketing sportif. J'étais dans la section foot, mais pareil, donc c'est vrai que tous mes stages ont été dans le foot quasiment. Mais plus sur une façon un peu plus commerciale. Donc là, c'était tout nouveau pour moi. J'avais jamais trop fait de sales auparavant. Donc pareil, c'était assez enrichissant, c'était plutôt cool. Et donc, juste après mon stage, allez, 3 semaines après, j'ai eu une offre pour l'application Bencher, quoi. Du coup, tu fais UEFA, Nike Football, où tu fais un peu de sales, Whistle Media, qui est une agence de com, de ce que j'ai vu vraiment dans l'univers du sport. Ouais, ouais, on peut dire ça comme ça.
Tu es donc 100% sport, voire presque 100% foot. Ouais. Et là, d'un coup, tu te dis quoi? Je vais courir après les voitures Hitch ou qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Non, mais en fait, j'étais déjà utilisateur de Hitch. J'aimais bien en fait l'image qu'il dégageait. Et donc, je connaissais déjà Hitch avant. J'ai pas candidaté juste comme ça parce que c'était une French Tech, etc. Et je pense que ça a joué aussi un petit peu. Et j'avais pas spécialement envie de continuer dans le sport. En fait, je me suis dit, peut-être qu'un jour j'y tournerai. Je pense parce que franchement, j'apprécie quand même bien ce milieu-là. Mais j'ai envie de découvrir autre chose. J'ai envie de découvrir de nouvelles choses, un nouveau management, etc. Et du coup, j'avais vraiment envie de découvrir ce milieu un peu tech, start-up parisienne, etc. Et du coup, c'est tombé au bon moment, quoi. Donc, tu connaissais Hitch, du coup, tu étais utilisateur à l'époque où c'était le Hitch que, on va dire, tout le monde a connu, c'est Ouais, ça? bah ouais, les gens maintenant connaissent encore. Oui, Mais oui, enfin, l'époque où on a oui, découvert oui. Hitch, bien sûr que Hitch, on Exactement, le ouais. connaît encore, bien sûr. Donc, tu as découvert Hitch, toi, en tant qu'utilisateur, à l'époque où Hitch a explosé et a été découvert du public. Derrière, grosse condamnation. Ouais, ouais, un gros Donc, procès, effectivement. donc, Hitch change de stratégie Ouais, et toi, tu arrives après, du coup. exactement. Moi, je suis arrivé juste au moment où ils ont fait leur dernière levée de fonds, il y a 2 ans et demi. On n'a pas refait de levée de fonds depuis. Mais ouais, je suis arrivé vraiment pile poil à ce moment-là. Donc, le Euh, but de la levée, c'est quoi? C'est aller chercher d'autres pays? ouais, c'était grandir. C'était grossir, effectivement. C'était grandir en France, être un gros numéro 2. Se développer en Afrique. À ce moment-là, on était uniquement présent au Maroc. Et du coup, on a ouvert derrière, on a fait plusieurs tests. Il y a des pays qui n'ont pas trop marché, il y en a d'autres qui ont bien fonctionné. Donc, il y a l'Algérie, par exemple, qui a super bien fonctionné. Il y a le Cameroun qui a un petit peu moins fonctionné. Donc, du coup, on a fait pas mal de tests, on a ouvert pas mal de pays. Maintenant, on a l'Angola, par exemple, qui cartonne comme pays en Afrique en ce moment. Donc, effectivement, on a une volonté, en fait, de s'ouvrir pas mal dans ces pays-là et également d'en ouvrir quelques-uns en Europe. Donc, on a continué à grossir en Belgique. La Belgique, ça reste quand même notre gros marché également. Et là, dernièrement, on a ouvert les Pays-Bas. OK. Comment tu trouves ta place dans une boîte comme ça où, moi, l'image que j'ai de Hitch maintenant, c'est vraiment la résilience, quoi. Pour moi, c'est le guerrier qui meurt jamais. Déjà, est-ce que je me trompe? Non, non, t'es vraiment là-dedans, effectivement, c'est exactement ça. Est-ce que tu penses que le sport, du coup, ça t'a aidé à acquérir ce mindset? Peut-être inconsciemment. En vrai, je sais pas, j'aurais pas la prétention de dire ça, mais peut-être pas forcément travailler dans le sport, peut-être plus pour les sportifs, on va dire. Ils ont travaillé ce mindset de se dire, ouais, voilà, j'ai envie d'être le challenger. C'est vrai que nous, Hitch, on se considère comme le challenger, quoi. Ouais, et puis vous l'assumez, la position de challenger, j'ai l'impression, hein. Ouais, carrément, carrément. Je sais pas si tu avais vu les dernières opérations marketing qu'on a Ouais, pu faire. bien sûr, j'ai vu. D'ailleurs, ça m'a fait penser un petit peu à ce que KFC fait avec McDonald's. Ouais, voilà, exactement, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, effectivement, que ce soit, enfin, t'as KFC, t'as Burger King aussi qui joue beaucoup là-dessus. Oui. Donc, ouais, effectivement, c'était une bonne inspiration. On s'inspirait pas mal de ce que les autres fast-food faisaient face à McDo. Mais c'est un peu ça, c'est un peu, tu vois, le challenger, le petit challenger, entre guillemets, qui décide de se mettre à côté des grands géants américains. Donc là, ça peut être McDo, mais ça peut être aussi Uber. Et du coup, on essaye vraiment de se positionner comme le challenger. Exactement. De l'image que j'ai de Hitch, la clientèle, ça, à mon sens, c'était les ados qui veulent sortir le soir ou les habitants de banlieue qui veulent se rapprocher de Paris. Est-ce que je me trompe et est-ce que vous êtes toujours sur ce positionnement? Ouais, alors tu ne te trompes pas forcément, c'est vrai. Alors ado, je dirais plus quand même jeune adulte, hein. En soi, c'était quand même pas mal les jeunes. En gros, Hitch avant, c'était ouvert le week-end. C'était vraiment pour démocratiser, en gros, et apporter une liberté supplémentaire aux jeunes Parisiens qui veulent aller faire la fête en banlieue. Dans le passé, c'était un peu plus l'inverse. C'était pas forcément D'accord. les banlieusards pour aller à Paris, c'était plus les Parisiens pour aller faire les soirées en banlieue. Et du coup, on était ouvert essentiellement le week-end.
Enfin, on était ouvert que le week-end, même pas essentiellement, et d'une certaine heure à une certaine heure. Donc ça, c'était vraiment aux prémices, au commencement. Et après, en gros, ça a eu, un tel succès qu'ils ont commencé à être ouverts, du coup, tout le week-end. Et c'est à ce moment-là que tu as Uber qui avait décidé de lancer Uber Pop, tout ça. Donc c'est vrai qu'à cette période, le gros de notre clientèle, et moi j'en faisais partie, c'était les jeunes qui allaient faire la fête, quoi. Et du coup, tu pouvais, d'aller d'un point A à un point B, pour 5 euros, quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment notre gros de clientèle, et après on a évolué petit à petit, mais je dirais qu'on a vraiment évolué et qu'on a eu, un gros changement, à partir de 2019 environ. On a eu une restructuration, marketing. Je ne sais pas si tu vois un petit peu notre façon de communiquer actuelle, elle est quand même bien différente de ce que tu pouvais Ouais, avoir. j'ai l'impression que maintenant, vous êtes quand même assez focus sur on chouchoute les chauffeurs. Je me trompe? Ouais, ouais, effectivement, il y a ça. Bon, ça l'a toujours été, mais on osait moins le dire, en fait. Parce qu'on a toujours été l'application qui, proposait la commission la plus faible du marché. Et donc ça, on l'a toujours communiqué quand on faisait de l'acquisition chauffeur et cetera, ou auprès des chauffeurs, en CRM. Par contre, c'est vrai que, on essaye vraiment d'être très proche et d'avoir un lien quand même assez fort avec les chauffeurs. Tu vois, typiquement, il y a 2 semaines, on a organisé, on appelle ça le Driver Day, le D-Day, où en gros, sur une journée, on invite, tous nos supplies à venir où, tu vois, il y a énormément de stands et ils peuvent venir avec leurs enfants, tu vois? Tu as des stands, de confettis, tu as des stands de barbe à papa et cetera, pour en fait proposer, avoir un lien encore plus fort avec eux, des choses que, tu vois pas chez Bolt, que tu vois pas chez Uber, par exemple. Alors nous, la force qu'on a, c'est qu'on est français et que du coup, on a cette possibilité de faire ça, en France, d'avoir ce rapprochement peut-être encore plus fusionnel que peut l'être un géant américain. Mais en même temps, on fait également ce genre d'opération en Belgique, on fait également ce même d'opération en Angola, et cetera. Donc, c'est un mindset aussi, comme tu disais, qu'on essaye d'avoir avec nos chauffeurs, pas uniquement en France, mais aussi dans d'autres pays. Donc c'est vrai qu'on se positionne pas mal là-dessus. Et après, on a ce positionnement quand même, très banlieue où, on a quand même pas mal de nos rides qui sont réalisés banlieue-banlieue, banlieue-Paris et un petit peu moins Paris-Paris. Mais ouais, c'est pour ça qu'on a ce positionnement-là aussi maintenant qui est pas forcément chez, les jeunes de la nuit, mais aussi, chez, les personnes, on va dire, qui habitent, en banlieue. Dans ton équipe Gross, du coup, tu gères uniquement le client consommateur ou également le recrutement de chauffeurs? Les 2. Donc nous, en gros, on a notre, Head of Growth et en fait, dans notre équipe Growth, il y a 3 teams. Tu as la team, product, enfin, tu as une team product marketing, une team, CRM et une team acquisition, dont je fais partie. Et du coup, on travaille très étroitement, entre les 2 teams, hein. Enfin, je veux dire, en fait, c'est une seule et même team et du coup, on gère tout. On gère la partie passager, la partie chauffeur. Du coup, avec mes collègues, on se split un petit peu, que ça soit les pays ou certains targets. Par exemple, ma collègue, elle gère plus la partie passager France et moi, je gère, l'acquisition chauffeur France. Puis, par contre, sur, les autres pays, je gère la partie, acquisition et chauffeur, tu vois? Plus même parfois, notoriété qui englobe un petit peu les 2, quoi. Mais effectivement, on se split un petit peu les tâches comme ça et par contre, c'est 2 éléments qui sont, très, très importants parce que each, c'est une supply. Donc, c'est toujours, cette même problématique, c'est que si un jour tu as trop de drivers, du coup, tes passagers vont pas être, forcément contents parce que c'est le chauffeur qui va faire son choix et cetera et du coup, le passager, il va attendre, son ETA va être relativement long et si à l'inverse, en fait, tu pas assez de chauffeurs, c'est la même du coup, les passagers, ça va être relativement compliqué pour eux, leur temps d'attente va être, super long et du coup, personne ne sera content, quoi. Donc du coup, il faut toujours travailler un petit peu sur ces 2, sur cette marketplace, travailler sur ces 2 positionnements et faire en sorte, en fait, que tu aies une supply, relativement saine. Comment tu gères le fait que du coup la croissance des deux segments doit être plus ou moins similaire, parce que s'il y en a une qui explose plus que l'autre, Mmh. ça va créer un vrai problème à un moment donné. Comment vous gérez ça en interne? J'ai jamais compris comment on peut créer une marketplace. J'ai l'impression que c'est comme si tu gérais deux boîtes en fait.
Ouais, l'image est pas trop mal, effectivement, c'est un peu ça. Comme tu dis, c'est vraiment deux positionnements différents. Après, potentiellement, on sait combien, par rapport au nombre de users, combien de drivers on a besoin, tu vois. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a quand même une forte croissance organique aussi à côté, que ce soit côté passager et côté driver. Donc, en fait, le paid, il vient vraiment supporter ça. Il va vraiment supporter cette croissance organique. Et du coup, c'est des métriques un peu en interne qu'il faut regarder. Par exemple, voilà, je vais peut-être rentrer un petit peu trop dans les détails, mais quand tu vois typiquement que ton temps d'attente passager est beaucoup plus long, c'est que quelque part, il manque des chauffeurs. Et à l'inverse, si tu as énormément de fail requests, donc typiquement des passagers qui font des demandes, donc des booking requests, mais qui n'aboutissent pas, c'est que quelque part, il te manque pas mal de chauffeurs. Donc en fait, tous ces différents KPI en fait, peuvent te faire poser la question de est-ce qu'il nous manque des chauffeurs ou est-ce qu'il nous manque des passagers. Tu as des signaux qui te font dire que la balance, elle penche trop d'un côté et tu rééquilibres en fait. Exactement, ouais, exactement ça. Ok. J'ai vu sur ton LinkedIn, tu as noté que tu gères du coup les paid marketing efforts. Donc, Ouais. j'en déduis que tu gères les campagnes marketing payantes sur du coup les réseaux Google. Ouais. Comment on gère des campagnes paid dans plusieurs pays et du coup plusieurs continents différents? Est-ce que du coup, tu fais ça en interne? Est-ce que du coup, tu es obligé de prendre des acteurs locaux? Est-ce que c'est la fusion des deux? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ouais, carrément. Mais en gros, ce qui est intéressant, en fait, surtout, c'est que tu peux avoir un network qui fonctionne dans un pays et pas du tout dans un autre. En fait, l'idée, c'est de s'adapter à fond par rapport à ton pays. Et ta façon de communiquer aussi est complètement différente. Tu communiques pas du tout de la même façon en Angola que tu peux communiquer en Algérie, par exemple. Euh, la France et la Belgique est un pays assez similaire, même s'il y a quand même quelques différences sur certains points. Mais oui, les pays en Europe, en tout cas, bon, il y a quand même pas mal de similitudes. Mais sinon, on travaille beaucoup avec les teams locales. Donc en soi, on a, tu vois, que ce soit dans les différents pays que j'ai cités, tu as toujours une équipe locale donc, qui gère les opérations, enfin qui gère tout le travail opérationnel. Donc typiquement, que ce soit de l'activation chauffeur, les partenariats locaux, travailler aussi avec des agences locales, etc., développer le marché, etc., etc. Et donc eux, ils sont vraiment à même de nous donner tous les insights possibles pour avoir la communication la plus pertinente. Parce que sinon, si tu viens à communiquer comme tu le fais exactement en France, dans ces géos-là, ça va être très compliqué. Et si tu te dis, je vais utiliser exactement les mêmes networks, ça va être très compliqué également, quoi. Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir faire des tests, de voir déjà, en fait, quelle est la tendance. Tu vois, par exemple, dans les pays en Afrique, tu as 80-90% en son ensemble qui utilisent des Android. Donc là, déjà, ça te donne quelques insights sur les networks à utiliser. Après, typiquement, il y a aussi des networks où tu as une concurrence avec les annonceurs qui est beaucoup plus faible dans certaines géos que d'autres. Donc là, c'est pareil, ça te donne déjà pas mal d'insights sur quel network utiliser. Donc en fait, c'est un peu tout ça, jouer un peu avec tout ça, essayer de trouver les bonnes tendances, et exactement aussi le type de communication. Donc ça peut être vraiment dans la créa, ça peut être dans les captions, ça peut être dans le content que tu proposes. Il y a vraiment énormément de choses sur quoi jouer. Tu vois, je te donne un exemple tout simple, mais c'est tout bête hein, pourtant. Mais tu vois, typiquement, quand on était au Cameroun, on s'est aperçu que quand tu faisais des images en type photoshoot, tu avais des coûts d'acquisition qui étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faibles que quand tu mettais des images animées. Tu vois. Et pour la simple et bonne raison que les mecs, ils ont besoin de contexte à fond. Alors, c'est des choses qui nous paraissent toutes bêtes comme ça, mais au départ, quand tu connais pas du tout le marché, c'est des choses que tu apprends sur le tas au fur et à mesure, quoi. Et du coup, il faut vraiment faire ça, en fait, pour chaque pays, quoi. Vous vous appuyez sur des acteurs locaux, Comment ça? des boîtes qui gèrent des campagnes payantes dans le Non, pays. pas tout en interne. On gère tout en interne. Comme je te disais, en fait, en gros, quand je parlais des teams locales, c'est vraiment des teams each local. Donc, en gros, nous, on a notre GM local, on a un operation manager local, etc., marketing manager local. Et en fait, en échangeant avec eux, ils nous donnent toutes les insights possibles pour que nous, on optimise au maximum nos campagnes. Il y a des pays où
ou vous n'êtes pas numéro 2 derrière Uber? En Afrique, les pays en Afrique, en Angola, on est numéro un. Après, tout dépend, tu vois, tu as Yassir dans les pays genre en Algérie, qui est très fort. Mais Yassir a été racheté par Uber. Donc, en soi, c'est un peu toujours la même histoire. Mais ouais, par contre, en Algérie, on a quand même une énorme croissance. Du coup, on est quand même, je pense, vachement au coude à coude. En Belgique, on est vachement au coude à coude. On est beaucoup plus au coude à coude avec Uber que ce qu'on peut l'être en France. Et après, les autres pays, genre Amsterdam, on a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc au final, pour le moment, on est encore assez loin. C'est vraiment un pays en pleine expansion. Donc pour le moment, on ne peut pas se considérer comme gros acteur là-bas encore, quoi. Ok, vous avez des projets sur d'autres continents ou pour l'instant, vous restez sur Europe, Afrique? Bah, alors les projets d'expansion, pour le moment, c'est Europe et Afrique. Ouais. Donc l'idée, c'est d'ouvrir de nouveaux pays là, dans les mois qui vont suivre et d'étendre du coup notre expansion en Afrique et en Europe, quoi. Sur LinkedIn, tu as noté Conduct et Iterate on A/B tests to improve campaign performance. Est-ce que tu peux me donner des exemples de types d'A/B tests que tu fais? Ça m'intéresse. Ouais, il y a pas mal. En fait, ça peut être côté passager, mais ça peut être aussi côté chauffeur. Tu vois, typiquement, ce qui est ultra intéressant côté chauffeur, c'est que nous, on n'a pas d'application. Enfin, en fait, Hitch, c'est qu'une seule application. Tu vois, contrairement à Uber ou Bolt, où tu as une application passager et une application Bolt Driver, Uber Driver. Nous, on n'a pas Hitch Driver. On a un écran, en fait, chauffeur. Donc, en gros, sur l'application, tu vois, tu peux directement switcher et arriver côté chauffeur. Donc, en fait, ce qui fait que toute notre acquisition, elle ne se fait pas sur du téléchargement, du sign-up, etc. Notre acquisition chauffeur, pardon. Mais elle se fait sur du web app. Du coup, on fait énormément de travail sur la landing page, par exemple. Tu as énormément d'A/B tests à faire, donc que ce soit avec Google Optimize, tout ça, pour optimiser au maximum tes conversions. Donc, travail sur de la landing page, ça demande quand même un gros taf parce que derrière, tu as tout ce côté tracking aussi qui est assez compliqué quand tu fais du web app. Donc, effectivement, on travaille beaucoup sur Tag Manager donc, pour tous nos triggers, etc. Et après, c'est surtout sur la remontée de data, comment tu définis ton attribution, tu vois, sur du web app comparé à ce que tu peux faire sur des applications mobiles. Donc, il y a énormément de travail d'A/B test sur de l'acquisition chauffeur. Et après, sur de l'acquisition passager, ben, c'est essentiellement sur de la créa, ça peut être sur de l'audience, ça peut être sur pas mal de choses. Tu vois, par exemple, tu peux faire des audiences de tes top users, tu peux faire des lookalikes de plein de choses. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour pas trop donner d'insight de ce que nous on fait, mais en tout cas, il y a énormément de choses que tu peux faire, pas forcément sur la créa ou sur tes captions, hein. Généralement, quand tu entends A/B test, tu entends ouais, tester les couleurs, tester les images, tester tout ça. Alors oui, c'est clair, je suis d'accord, mais derrière, tu as énormément d'autres choses en fait à tester. Et du coup, c'est ce que nous, on fait au quotidien. Du coup, vous passez vraiment beaucoup de temps à analyser la data, presque Ah ouais, autant que mettre en œuvre des stratégies. ben, ça, c'est hyper important. Ouais. On travaille beaucoup avec les teams, mais on travaille beaucoup avec les teams data. Euh, on a un data scientist qui nous est quasiment attitré, avec qui on travaille quotidiennement pour connaître au maximum en fait quelles ont été les performances de nos détails, enfin de nos campagnes. Ça ne s'arrête pas uniquement à l'installation, en fait, ça va beaucoup plus loin dans le funnel. En plus, dernièrement, avec la sortie de iOS 14.5, tout a été un petit peu chamboulé. Donc, l'idée, c'est comment bien définir ton attribution. Si tu vois, sur certains networks, on a encore remarqué qu'en fait, ton attribution peut être différente. Enfin, sur 14.5, en tout cas, que l'attribution est encore un petit peu différente et qu'on se demande si même Apple encore, ou même les networks ou Adjust arrivent à fiabiliser leur scan network. Donc, ouais, il y a énormément en fait de travail là-dessus assez quotidiennement et que ça soit des deux côtés, hein. Je parlais passager, mais ça peut être aussi côté chauffeur. Là, dernièrement, pour calculer notre CAC chauffeur, tu vois, on a dû re-rentrer encore dans la data, redéfinir notre attribution pour qu'en fait, ça soit la plus juste possible et que donc, ton CAC, en fait, reflète exactement le résultat de tes campagnes. Au moment où on discute, je suis en train d'installer l'iOS 15 sur mon iPhone. Ouais. Qu'est-ce que vraiment ça a changé pour vous au quotidien, l'iOS 14.5?
quels sont les problèmes réels que vous avez rencontrés? En fait, si tu veux, sur la iOS 14.5, c'est que tu as l'opt-in et l'opt-out. C'est que les personnes, du coup, qui vont opt-in à vouloir être targetées par les publicités, donc nous, sur ce target-là, il n'y a pas trop de problème parce que du coup, ils l'acceptent. Par contre, tu as une bonne partie qui ne vont pas vouloir être acceptées d'être targetées sur des publicités ciblées. Donc forcément, là, ça chamboule tout. Et de ce fait, nous, on travaille avec des MMP et nous, notre MMP a une méthode qui est la méthode probabilistique. Donc, cette méthode probabilistique, c'est pareil. Donc, c'est la probabilité. Euh, donc, au final, ça target potentiellement des gens qui peuvent être intéressés envers ton produit, mais ça peut aussi targeter des gens qui ne sont pas du tout intéressés en fait par ton produit. Donc, la force en fait des algorithmes auparavant, c'était de pouvoir proposer en fait ton produit par rapport au target que toi tu avais, par rapport à l'audience que tu avais créée ou par rapport sur Facebook, tu vois, aux intérêts que tu avais pu mettre, etc., etc. Enfin, il y avait beaucoup de choses pour pouvoir cibler les bonnes personnes. Et ça, c'était la force des algorithmes. Là, maintenant, avec iOS 14.5, ça change un petit peu la donne. Donc maintenant, l'idée, c'est comment pouvoir réussir à garder des coûts qui restent corrects, surtout sur iOS, qui ont quand même, dans son ensemble, que ce soit dans tous les acteurs, iOS ont LTV qui est quand même beaucoup plus fort que chez Android, donc qui est du coup un acteur majeur chez nous. Donc, comment garder des coûts d'acquisition qui restent corrects avec une LTV très bonne tout en ayant ces contraintes-là. Donc, c'est une réflexion qui est différente, une réflexion stratégique qui est stratégique créative qui est différente parce que du coup, tu vas avoir aucune donnée, si tu veux, sur tes créas, par exemple. Tu vois, quand tu fais des campagnes scan, tu ne connais pas le CAC de ta créa. Donc ça, c'est un peu compliqué. Tu peux connaître le CAC de ta campagne, mais tu ne connais pas le CAC de tes creative sets. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que tu dis, ah ben merde, comment je peux faire en sorte du coup de pouvoir optimiser ma campagne si je ne sais pas si ce creative set-là marche plus qu'un autre. Donc il y a pas mal de choses à travailler là-dessus, par exemple. Tu vois, être plus généraliste, proposer d'autres éléments, etc. Sans rentrer dans les détails du coût d'acquisition, est-ce que tu peux nous dire si depuis la sortie de la iOS 14.5, tu as vraiment senti une différence sur le coût d'acquisition? Non, on a bien réussi à gérer le truc. Donc, ça va. On a même des bons coups d'acquisition en ce moment. donc, Parce, euh, donc parce que là, Mark Zuckerberg, il a annoncé les chiffres des bilans trimestriels de Facebook. Il y a un taux, une rentabilité pour Facebook qui a explosé. Donc, a priori, tout le monde s'accorde à dire que les coûts de Facebook, en tout cas le coût du clic, qui au final a un impact forcément sur les coûts d'acquisition, a explosé. Vous, vous ne l'avez pas senti? on l'a senti sur d'autres networks. Mais sinon, dans son ensemble, si on sait que 14.5 quand même a eu un impact parce que je te dis, encore hier, on était en pleine réflexion en fait sur ce sujet-là, sur voilà comment bien attribuer tel budget en fait sur 14.5. Du coup, effectivement, moins investir en dessous de 14.5 et commencer à bien faire ce changement. Après, pour le moment, en soi, en toute honnêteté, on n'a pas eu un gros impact chez nous pour le moment. On a quand même réussi à bien gérer l'arrivée. Là, on traite ce sujet-là depuis l'année dernière quand même. Donc, ouais, on n'a pas été surpris en fait à la sortie, tu vois, de 14.5. Oh, merde, ça nous tombe dessus, etc. On a quand même traité le sujet depuis un moment. On travaillait avec notre MMP sur ce sujet-là depuis un moment. On travaillait avec le product aussi depuis un moment. Donc, au final, on n'a pas été trop surpris. Là où il faut qu'on travaille un petit peu plus et qu'il y a encore pas mal d'efforts à faire, c'est sur la répartition budgétaire, comment bien encore analyser et traquer et optimiser au maximum ces campagnes. Parce que même si tu travailles depuis un petit moment, que ce soit les networks sur lesquels tu travailles ou tes MMP, ne sont pas forcément, eux non plus, optimisés à 100% parce que Apple ne l'est pas non plus à 100%, quoi. Donc forcément, c'est quelque chose qu'il faut s'adapter et je pense que ça va se construire step by step, quoi. Je ne sais pas si tu es au courant. Mark Zuckerberg, il a fait une petite annonce là, c'est très récent. Il travaille, donc Facebook travaille sur un algo qui tournerait non plus côté serveur, mais côté app.
Ce qui sous-entendrait qu'en fait, c'est dans l'app de l'utilisateur que seraient stockées les données. Et du coup, ça réglerait un vrai problème de privacy, puisque du coup, ce serait plus sur les serveurs de Facebook, et du coup, ce serait plus bloqué par iOS 14. Et du coup, ça permettrait de cibler en fait directement depuis l'app. Tu as entendu parler de ça? Si oui ou non, ça t'évoque quoi? Non, j'en ai pas entendu parler. C'est un article, je veux bien que tu me le partages. Ok, Et, pour que tout le monde le sache, c'est dans le podcast que j'adore, No Pay, No Play, ok. qui traite que de Facebook et qui est, je trouve, exceptionnel. Du coup, je t'enverrai le lien du blog parce qu'il en parle aussi dans le blog. Voilà, et puis, du coup, je pense que ça peut être une solution. Alors, pour l'instant, il parle que de l'âge. D'ailleurs, il dit que l'âge jusqu'alors n'était pas obligatoire sur Facebook. Et là, Facebook annonce que non seulement l'âge devient obligatoire, mais que si tu ne mets pas ton âge, tu risques de perdre l'accès à ton compte Facebook et qu'ils ont mis en place une intelligence artificielle pour savoir si tu mens sur ton âge. Donc, Oui, d'accord, il ils pousse ont le truc un peu. vraiment envie. Hmm. Pardon? Ah, il pousse le sujet un peu loin, ouais. Ok. Ouais, ils veulent vraiment, du coup, à mon avis, mettre en place ce truc-là. Là. Officiellement, ils annoncent que c'est pour protéger les mineurs, évidemment. Ah ouais, logique. Mais j'ose imaginer que derrière, il y a autre chose. Hmm. Je te partagerai l'article. Mhm. Et écoute, je crois que ma dernière question, Mhm. ça va être TikTok. Même si je sais que tu n'as pas trop envie de dévoiler les stratégies. Non, non, on peut parler de TikTok, il n'y a pas de souci. TikTok, alors, vous y êtes mis? Quand? Comment? Ouais, Pourquoi? on s'y est mis, effectivement. On a travaillé aussi un petit peu sur l'organique avec une agence qui nous a développé des créas. Donc, du coup, pour développer un petit peu plus notre compte organique, générer un petit peu plus de vues, etc. Et aussi, on a essayé là sur TikTok. Plusieurs problématiques sur TikTok, c'est que tu as une fatigue créative qui est assez forte. Donc, en gros, c'est que tu peux avoir des très bons coups d'acquisition pendant les premières semaines et qu'après, ça se dégrade de façon assez exponentielle. Donc, du coup, tu as un besoin de renouvellement assez fréquent. Du coup, ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, tu as besoin d'avoir du content régulier, tout ça. Et à côté de ça, on n'a pas pu l'exploiter non plus à fond. Donc, on l'a exploité quand même pas mal pour la France. On a aussi l'exploité pour la Belgique. Et sur la Belgique, le problème, c'est que tu n'as pas le city targeting. Et nous, pour nous, c'est primordial. Parce que, tu vois, nous, on target Bruxelles. Si on target la Belgique, tu peux avoir des très bons CPI, mais des CAC derrière qui sont très élevés. Parce que du coup, tu as des gars qui téléchargent l'application, mais qui se trouvent à 40 bornes de Bruxelles. Et du coup, ça devient compliqué, quoi. Donc TikTok, on l'a pas mal utilisé. Après, je pense qu'ils vont développer leur business manager, ils vont développer leurs fonctionnalités. Non, c'est un gros sujet. Tous les jeunes maintenant sont dessus. Et même pas que les jeunes, hein, même moi j'y suis à fond. Non, non, c'est un gros sujet. Faut pas le prendre au second degré. Je pense qu'il faut complètement le prendre au premier et il faut essayer d'adapter au maximum ses stratégies sur ce network-là, quoi. Tu parlais de fatigue créative. Du coup, qui dit fatigue créative dit il faut faire plus de contenu. Qui dit il faut Mm. faire plus de contenu dit ça coûte plus cher et ça demande plus de temps. Ouais, 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 forcément. Ouais. Ou à moins que tu aies une grosse équipe derrière, mais dans tous les cas, ça te coûtera plus cher. Ça te coûtera plus cher. Et dans ma petite expérience, j'ai toujours utilisé les UGC, donc les User Content Creative, en fait, mettre à contribution ces usagers pour faire du contenu. Donc, moi, tu vois, dans un business de meubles où j'avais vraiment peu de moyens pour faire des belles photos produits, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tabassé pour faire en sorte que tous mes clients prennent toujours des photos des meubles dans leur salon. Ouais. Et ça m'a permis d'avoir un contenu énorme. Il y a de plus en plus de marques que je vois passer sur TikTok. Là, j'ai vu qui font des challenges, justement. Donc, j'ai vu le Pepsi Challenge, Mm. etc. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez déjà réfléchi ou pas forcément pour mettre à Ouais. contribution les chauffeurs ou les usagers pour vous dropper du Non, content? carrément, non, mais carrément, UGC t'en parle, on avait fait avec une boîte, j'ai plus le nom en tête. On en avait fait il y a 2 ans maintenant, et franchement, les performances avaient été pas trop mal.
pareil, on avait repris un petit peu, tu vois, des posts de LinkedIn, etc. Et, de LinkedIn, n'importe quoi, d'Instagram et tout ça. Et c'était hyper intéressant. Mais la boîte avec laquelle on travaillait a stoppé. Du coup, on a arrêté ce type de content. Mais c'était plutôt intéressant. Après, on a une brand qui est assez forte. Donc, c'est assez compliqué pour nous, au final, d'aller uniquement se baser sur du contenu, tu vois, du contenu de user ou de contenu pas lambda, mais tu vois, qui n'ont pas été réellement travaillés par notre équipe brand derrière. On en a fait un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas non plus trop la volonté en fait derrière. Ça respectait pas trop nos brand guidelines. Donc, par contre, sur TikTok, effectivement, je pense que tu as raison. Ça, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit et qu'on va mettre de plus en plus en avant parce qu'on essaie d'être de plus en plus présent en fait sur ce network. Ouais, puis je me dis, avec votre côté vraiment être proche des chauffeurs, si demain les chauffeurs se mettent à communiquer des beaux TikTok Hitch, bah, je pense que ça peut le faire sur ce côté-là. On est proche de nos chauffeurs, nos chauffeurs communiquent avec nous, mais Ouais, bah, c'est ce qu'on fait déjà, hein. On communique pas mal sur TikTok avec ça. On fait pas mal, même appel à nos chauffeurs qui ils ont quelques appels. Enfin, et même, il y en a un qui fait pas mal d'apparitions dans certaines de nos vidéos qui ont été diffusées sur TikTok. Donc, ouais, on communique quand même pas mal dessus déjà. Mais l'idée de challenge, il est assez intéressant. Euh, En fait, nous, notre but, c'est de rendre une marque sexy. Tu vois, un VTC, c'est pas très sexy de base. Euh, donc, on s'inspire énormément de Lyft, de ce qu'ils peuvent faire aux États-Unis. Mais c'est vrai que nous, dans notre communication, tu vois, c'est comment rendre le VTC un petit peu sexy. Et du coup, que quand tu prennes un Hitch, ça puisse te faire kiffer et que c'est pas juste un simple VTC comme ce soit Uber ou Bolt. Et du coup, c'est vraiment l'image que nous, on veut dégager derrière. Et c'est également l'image que nous, on veut véhiculer à travers les social media, quoi. ok. J'ai une dernière question tout à l'heure que j'ai notée à la volée. J'ai cru comprendre que du coup, l'équipe produit, elle était chapeautée par le Head of Growth, je me trompe? Non, c'est pas l'équipe produit. Alors, l'équipe produit, tu as le product d'un côté, mais tu as t'as une personne en fait du product, donc c'est Product Growth Marketing. Et avec eux, par exemple, avec cette personne-là, on traite de sujets un peu plus product, mais vraiment growth. Donc, c'est comment avoir de la croissance dont en product. Donc, ça peut être, par exemple, Ça va être les onboarding, des choses comme ça? ça peut être plein de choses comme ça. Je ne veux pas trop en dévoiler Ok. encore. Mais Ok. ça peut être plein de choses comme ça, effectivement, ouais. Donc, en fait, tu as une équipe produit, une équipe grosse, et dans l'équipe grosse, il y a un gars qui est détaché de l'équipe produit, c'est un peu ça? C'est ça, absolument. Ah, c'est top. Ok. Ouais, bah, du coup, tu vois, tu parlais du framework art, ben, tu es en plein dedans, quoi, parce que du coup, tu réponds à tout ça, que ce soit dans ton acquisition, dans ta rétention avec le CRM, dans ton referral avec le product, tu vois. Et du coup, en fait ton framework art, il doit représenter un petit peu tout ça, quoi. Donc du coup, ça, c'est vrai que c'est un petit peu la force, en fait, de notre équipe, c'est de pouvoir traiter, en fait, tous ces éléments dans une seule et même équipe. Ouais, donc les améliorations produits pour augmenter la rétention en chauffeur et client ou pour faire augmenter la LTV avec peut-être des push ou des alertes, des choses comme ça, c'est clairement, on est dedans, c'est ça? Ouais, voilà, tu as tout ça. Tu as bien résumé ça, effectivement. Tu as ce gros travail en CRM, tu as ce gros travail en product, ou comment optimiser au maximum ton funnel client pour améliorer tes taux de conversion. Et en amont, tu as toute cette partie acquisition. Ok, Johan, merci beaucoup. Bah, écoute, merci à toi, c'est très cool. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose ou pas? Tu n'es pas obligé. Non, bah, écoute, merci pour l'invitation. Je te souhaite plein de réussite pour l'avenir. N'hésite pas à partager, je serai avec grand plaisir d'écouter des podcasts d'autres growth marketing managers ou des growth d'autres entreprises. C'est toujours bien d'avoir un petit peu de l'inspiration, d'aller choper de l'inspiration dans d'autres entreprises ou chez d'autres personnes. Voilà. Eh bien, écoute, avec plaisir, je t'envoie sans faute le lien du podcast qui parlait des annonces là, de Mark Zuckerberg. Et puis, merci à toi. Avec plaisir.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode des interviews Gross. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et ou un commentaire. De 1, ça va me faire vraiment plaisir. Et de 2, grâce aux algorithmes de YouTube, ça permettra à d'autres personnes comme toi d'écouter ce podcast. Sache que je réponds à tous les commentaires et à toutes les personnes qui me contactent. Je suis joignable sur LinkedIn, Facebook, Messenger, Instagram. Je réponds à tous les messages et toutes les demandes qui concernent le Gross. Pour être averti en avance des prochains podcasts et des prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre mon groupe Facebook Chasseurs de Pro. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. J'y balance plein d'informations et des techniques sur le Gross, le scrapping et l'acquisition de prospects en B2B. Sur ce, je te dis à bientôt pour un autre épisode des interviews Gross.